Après cette longue période de confinement, nous pouvons enfin renouer avec les voyages. Nous survolons la lagune de Venise, sur les bords de l'Adriatique, pour atteindre l'aéroport Marco Polo, afin de découvrir les 3 régions du nord-est de l'Italie. Au loin, nous apercevons Venise. Nous roulons maintenant vers l'est. Puis, nous empruntons une route créée sur la lagune pour rejoindre directement Grado. Enfin du soleil, après la fraîcheur du mois de juin de la région parisienne. Nous resterons ici 3 nuits. Cette cité balnéaire nous servira de base de départ pour parcourir la région. En route pour la visite du centre historique. Après un joli port de plaisance, il fait bon se promener. Vieilles maisons, ruelles fraîches l'été, petites cours, Grado possède un charme fou. Avant d'être une station balnéaire, elle servait déjà à Jules César pour maintenir la liaison avec les troupes de la ville d'Aquilée. Cette basilique du IVe siècle a conservé de magnifiques mosaïques d'origine. Avant la cathédrale, le baptistère du Ve siècle, précédé par une allée de sarcophages et de tombeaux. Sainte Euphémia remonte au VIe siècle. Elle conserve des colonnes de marbre aux chapiteaux byzantins. La nef, à gauche, abrite la statue de la Vierge, portée en procession à Barbana en juillet, sur une île de la lagune qui accueille un sanctuaire dédié à la Vierge. Même vu du ciel, le plan de Grado est esthétique, joliment posé sur la lagune. Ce matin, route vers Trieste. Ce château est la consécration d'un rêve de l'archiduc Maximilien de Habsbourg-Lorraine, futur empereur du Mexique, qui décide, vers 1855, que serait construite à la périphérie de Trieste une résidence convenant à son rang, avec vue sur mer et entourée d'un vaste parc. Une copie de cette salle qui était dans les bateaux. Et puis regardez toutes les décorations qu'on trouve dans les murs. Le rez-de-chaussée est destiné aux appartements privés de Maximilien et de son épouse Charlotte de Belgique. Il a un aspect intime et familier. Le premier étage est celui de la représentation
et est destinée aux visiteurs de prestige qui, ne pouvant qu'être éblouis par les décors somptueux, le mobilier raffiné, les vitraux et les richesses des tissus rouges avec des symboles impériaux. Maximilien devient empereur du Mexique en 1864, capturé et exécuté 4 ans plus tard par les républicains mexicains. Son histoire, mêlant les éléments latins, germaniques et slaves, a donné à Trieste une âme cosmopolite et dynamique, profondément ouverte à la rencontre des cultures, des langues, des religions et des traditions. Trieste est également la ville la plus à l'est de l'Italie, ainsi que la ville frontière avec la Slovénie. Théâtre, les styles, vous pouvez voir, classiques avec les colonnes, les frontons sous les fenêtres, qui sont des décorations typiques des styles classiques. Au centre, on a la loggia, qui c'est une décoration typique de l'Italie. Et puis, regardez, sur le bâtiment, on a des statues qui donnent information pourquoi était construit le bâtiment, ce qu'il fait. Le blanc des pierres de construction karstiques ressortent sous le soleil. La communauté grecque remonte au XVIe siècle, attirée par le port franc et l'attitude tolérante des Habsbourg envers les religions. Toute la ville porte la trace d'avoir été l'un des poumons portuaires de l'Europe, et de ce mélange d'influences avec une superposition des styles baroque, empire, néoclassique, art nouveau. Aquileia, fondée en 181 avant Jésus-Christ, fut à son apogée une des villes les plus importantes de l'Empire romain. L'intérieur est décoré d'un splendide pavement en mosaïque du IVe siècle. Puis regardez, on a des végétations et regardez les symboles que nous avons déjà vus hier. Non? Les anneaux, non? Les 2 anneaux qui ont... Le nœud de Salomon. Théodore était l'évêque, le premier évêque. Commencé au IXe siècle sur les ruines d'un ancien édifice, cette église romane a 3 nefs en forme de croix latine. La crypte est ornée de fresques du XIIe siècle qui racontent l'histoire des origines du christianisme à Aquileia. Aux abords de la basilique, des fouilles ont mis à jour les restes de la ville romaine. Et sûrement, c'est ça, c'est un personnage pour les familles très, très important. Parce qu'il avait la possibilité.
Une zone récemment aménagée met en valeur les mosaïques des anciennes demeures. Installée dans une agréable villa, se trouvent réunies des pièces provenant des fouilles d'Aquiléa. Oui, regardez, la famille est très importante avec des objets. Stéphania nous présente sur cette carte la position stratégique de la ville au débouché des routes des Alpes et de l'Est de l'Europe. Sont présentés ici des vestiges et des collections d'ouvrages remarquables en verre, ainsi que des pierres précieuses taillées et travaillées qui témoignent de l'extraordinaire habileté des artisans. Chaque gemme. Après une bonne nuit, route vers Cividale. Au 5e siècle, après la destruction d'Aquiléa par les Huns, Cividale s'agrandit et prend une importance stratégique. Les Lombards y fondèrent en 568 le premier de leurs nombreux duchés d'Italie du Nord. Ce sont à l'origine des peuples germaniques qui seraient originaires de la Scandinavie méridionale. Ce musée expose des pièces extraordinaires retrouvées dans les nécropoles lombardes. Armes, parures féminines et masculines, objets usuels. Au sud, le pont du Diable, symbole de la ville, enjambe la rivière Natisonne. La légende veut qu'il fut construit par le diable en échange de l'âme du premier passant. Mais les habitants l'auraient dupé en faisant passer en premier un chien. Ce monastère fut bâti sur le site du palais de la cour lombarde. Une chapelle palatine a été englobée dans le complexe monastique. Exemple unique de décoration, de fresques et de stucs. Le lieu se prête à la photographie.
nous quittons la cathédrale pour rejoindre Udine. Sur la place de la Liberté, d'aspect Renaissance, s'élève la colonne Saint-Marc, les statues d'Hercule et de la Justice, ainsi qu'un portique surmonté de la tour de l'horloge. Udine est la capitale de la région du Frioul, fondée en 983. Elle gagna vite en importance grâce au déclin successif d'Aquiléa et de Cividale. Sur cette belle place carrée, entourée de maisons à arcades, se tient depuis le Moyen Âge le marché. Un dernier verre de limoncello sur la terrasse de l'hôtel. Nous quittons le littoral de l'Adriatique pour rejoindre vers le nord les Dolomites. Changement de région. Les 250 km de route en direction des Préalpes vicentines se feront en plusieurs étapes. Les vignobles du Prosecco, vin pétillant de la région, défilent devant nous. Un arrêt au bord du lac, propice à la photographie. Nous approchons de Cortina, vaste station de ski qui accueillit les Jeux olympiques d'hiver en 1956. Du centre-ville, nous allons rejoindre courageusement le refuge de Faloria, en téléphérique. Avec ses 140 km de piste, la station est entourée de hautes montagnes, au top pour les passionnés de ski. D'ailleurs, Cortina d'Ampezzo organisera avec Milan les Jeux olympiques d'hiver en 2026. Le panorama vu de la cabine est absolument impressionnant. Après 2,7 km de panorama et un dénivelé de 900 mètres, nous approchons de la gare d'arrivée en frôlant la paroi très abrupte de la montagne. Les promenades s'organisent autour du refuge de Faloria. Certains d'entre nous marcheront jusqu'au refuge de Tondi.
pour une Land Rover, rien n'est impossible. La descente est tout aussi vertigineuse. D'ailleurs, des scènes du film d'action Cliffhanger de 1993 ont été tournées sur ce téléphérique. Visite de la ville. Longtemps incorporée au comté du Tyrol, la vallée d'Ampezzo résista vaillamment entre 1915 et 1918 contre les forces autrichiennes. En 1919, Ampezzo est fusionné avec la province de Trent. Fin de journée agréable devant un rafraîchissement. Notre hôtel se trouve à 3 km de la frontière avec l'Autriche. Et ce matin, départ pour le lac de Bray. Long de 1,2 km et large de 400 mètres, ce lac est une destination touristique qui attire pour sa couleur bleu intense, ses eaux claires et pour le paysage naturel dans lequel il est plongé. En fait, le lac est entouré sur 3 côtés par des pics dolomitiques. Le sentier qui longe le lac est tranquille et sans difficulté particulière. Seule la fin comporte de nombreux escaliers plutôt escarpés. La couleur blanche des roches, particulière à la région, est due à la présence de carbonate de calcium et de magnésium. Beaucoup d'histoires et de légendes sont racontées sur ce lac. Et dans la grande histoire, vers la fin du mois d'avril 1945, la SS détenait à l'hôtel du lac 141 prisonniers de toutes les nationalités, dont plusieurs illustres. Autrichiens, Italiens, Hongrois, Grecs, Français, comme le Premier ministre de la Troisième République, Léon Blum. Ils furent libérés par une patrouille américaine le 4 mai 1945. Un dernier panorama sur ce magnifique lac, chargé d'histoire et de légendes. Pour être sûr de bien dormir ce soir, l'après-midi, nous repartons vers le refuge de Val Fiscalina,
au pied du massif des Cygnes. À la vôtre. Alors là, nous prenons de l'altitude pour nous diriger vers le parc naturel des Trois Cimes. Le site vient juste de réouvrir. Les groupes de marche s'organisent autour de 2 guides. Ici, les bons, qui partent immédiatement pour une randonnée de 7 km, avec 200 mètres de dénivelé. La neige est encore là, et le paysage est magnifique. Passage difficile, mais toutes les occasions sont bonnes pour tenir la main du guide. Très belle vue sur le massif et sur le guide. Après un beau circuit, retour vers le refuge. Pour l'autre groupe, la promenade sera plus bucolique et beaucoup plus tranquille. Jusqu'en 1919, ce lieu faisait partie de la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Plusieurs éclaircies nous permettront d'admirer de près les Trois Cimes. En fin de matinée, retour au refuge. Après le repas, et pour nous maintenir en jambes, nos 2 guides nous font découvrir un sentier qui longe le lac Misurina. Nous essayons de repérer les montagnes. Stéphania vole à notre secours. Ouais, d'accord. Et après, donc... Il y a la centrale qui est la grande, on l'appelle. D'accord. Et la petite, elle est... On l'appelle la petite. Mais on ne la voit pas. Maintenant, il y a les nuages. Si les nuages s'en vont, on va la voir. Vous la voyez, la petite, maintenant, à droite? Voilà. Ah ouais, mais on voit plus celle de gauche. Avant de rentrer à l'hôtel, arrêt à San Candido, qui appartenait au début du siècle dernier au comté princier de Tyrol, au sein de l'Empire d'Autriche. Dernier soir dans cet hôtel.
départ vers l'ouest en direction de Bolzano. Fini la haute montagne, nous sommes descendus à 560 mètres d'altitude. C'est la troisième ville du Haut-Adige, située dans une région bilingue italo-allemande. La ville est majoritairement germanophone. La cathédrale de l'Assomption remonte au Xe siècle, avec à son côté le cloître. Les voûtes présentent d'intéressantes fresques du XIVe et XVe siècle. Depuis 2001, le toit de la cathédrale est recouvert de tuiles en émail. Sur les parois latérales, des sarcophages de personnes illustres de l'Antiquité. Le centre piétonnier conserve encore une âme médiévale avec ses ruelles et ses arcades. L'intérieur est orné de marbre, de stucs et de nombreuses fresques. Les dorures intensifient la lumière. Perché sur un promontoire, ce château a été construit par les seigneurs Wengen en 1237. Puis, il a appartenu à plusieurs familles nobles. Il fut détruit au XVIe siècle par une explosion de poudre à canon. Puis, un siècle après, c'est la foudre qui le transforma en une ruine. Au XIXe siècle, François-Joseph lance une restauration. À l'intérieur, de nombreuses fresques sont présentées sur les activités de la cour, la chasse, la danse. Surnommé le musée d'Ötzi, il conserve avec 1000 précautions le célèbre Ötzi, l'homme venu des glaces, qu'un couple d'alpinisme allemand retrouva en 1991 près d'un glacier du Similone. La momie a franchi dans sa gangue de glace les 5300 années séparant l'âge du cuivre du XXe siècle. Une chambre froide assure son maintien à une température de -6 degrés à l'hygrométrie constante. Chaque vêtement a été analysé, chaque objet étudié. Jusqu'à l'interprétation de la scène de crime qui montre comment cet homme d'environ 45 ans mourut des suites d'une blessure de flèche à l'épaule. On l'appelle Ötzi, the Iceman ou l'homme des glaces. La fascination de l'homme des glaces. Cette ville, dans la région du Trentin au Adige,
a conservé un fort caractère germanique que l'on retrouve dans la langue, la nourriture et l'architecture. Ce sera notre dernier hôtel avant notre départ. Le Spritz Aperol Prosecco fait fureur. Nous roulons maintenant parmi les cultures des fameuses pommes du Trentin. Du mois de septembre. La récolter, on la fait à la main, la plupart. Au centre-ville, nous sommes en pleine période Renaissance. Sur la place qui se prête à une photo de groupe, nous voici entourés par la cathédrale et le palais Pretoria. Les maisons sont couvertes de fresques du XVIe siècle. Dans la cathédrale du XIIIe siècle, richement décorée, l'on remarque une originale montée d'escalier permettant d'accéder aux tours. Nous resterons à l'extérieur du château, car il nous reste 230 km à parcourir pour rejoindre l'aéroport de Venise Marco Polo. L'orchestre nous dirige tout doucement à travers les rues vers la Cantinota. Merci à Anne Lurel de nous avoir organisé ce beau voyage par ces temps difficiles sous le soleil d'Italie. Une bonne table, un groupe agréable, mené avec compétence par Catherine et Stéphania, il n'en fallait pas plus pour nous rendre heureux. Eh ben, j'allais vous dire la même chose que moi, je vous suis prête à vous suivre, je ne sais pas où. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Oh là là! Alors là, si vous venez, j'ai dit à tout le monde, vous avez mon adresse, vous êtes invités. J'adore cuisiner, mais j'ai une collection de quartiers très bonne. Oh, puis les belles petites tables. Ah ben écoutez, maintenant vous pouvez venir que chez moi. Merci à tous, franchement. Merci à toi. Merci à vous.